Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Justice et Promotion, votre émission des droits qui vous donne beaucoup de matière pour votre compréhension dans les domaines de la loi. Et vous savez, plusieurs thématiques ont été évoquées durant cette grande émission qui est soutenue par l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion. Alors, dernièrement, nous avons parlé de la bonne gouvernance. C'était une sorte de brèche pour l'Observatoire de la sanction. C'est dont on parle aujourd'hui. Et vous savez, plusieurs fois, il y a des ratés au niveau de la justice et on se demande qu'est-ce qui se passe alors que l'état des droits devait être renforcé. Ainsi, nous allons comprendre aujourd'hui quels seraient les remèdes pour qu'il cesse au niveau de la magistrature, au niveau de l'appareil judiciaire, au niveau de l'administration publique, cette sorte de, je dirais, de destruction d'état des droits. Nous avons fait appel à Maître José Yombo, comme vous le savez, un invité permanent de notre émission. Et avec lui, nous allons évoquer cette grande thématique, l'Observatoire de la sanction. Maître José, bonjour. Bonjour, Monsieur Clément. Voilà, nous avons parlé dernièrement de l'Observatoire, de la bonne gouvernance, et vous avez vraiment élargi beaucoup de connaissances dans cette matière. Nous avons compris. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'Observatoire de la sanction, qui est quand même une nouvelle matière dans les domaines des droits congolais, puisqu'on n'en parle pas assez. Nous devions comprendre les soucis de vos recherches dans ces domaines. Voilà pourquoi est-ce que nous vous avons fait appel pour la énième fois, afin que vous nous expliquiez réellement qu'est-ce que vous avez découvert, qu'est-ce qui vous a poussé à mener, à effectuer ces grandes recherches. Et j'ai pu lire l'ébauche de votre travail. J'ai lu quelques lignes, j'ai découvert qu'il s'est passé des choses pour que vous arriviez à cette réflexion, une sorte de remède au niveau de l'applicabilité de la justice congolaise. Alors, je vous laisse d'abord introduire. Qu'est-ce qui vous a poussé à mener de telles recherches? Bon, merci beaucoup, Monsieur Clément, pour la parole et le plateau que vous m'offrez pour étaler ce que j'estime être une réflexion personnelle. Et à ce niveau, je dirais une petite réflexion qui est très simple et qui m'a été suggérée par la manière dont les choses se passent au sein de l'administration publique ainsi qu'au sein de l'appareil judiciaire. Nous avons vu les efforts fournis par le chef de l'État dans ce domaine, mais apparemment, les résultats sont à attendre. S'il faut introduire la matière, je suis parti du fait que la création des tribunaux de commerce a été essentiellement motivée par le souci d'une meilleure justice dans le secteur économico-financier. 15 ans après la création des tribunaux de justice, je pense en 2015, il s'est tenu un État... Vous voulez parler des tribunaux de commerce? Des tribunaux de commerce, bien sûr. Il s'est tenu les États généraux de la justice. Les États généraux de la justice ont réuni les magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature, les avocats, les magistrats du parquet, les organisations de défense des droits de l'homme, des administratifs, des financiers. Il faut dire tout le microcosme juridique et administratif avait été invité à ces assises. Les conclusions étaient sans appel. Sans appel. Sans appel. Il n'y a pas de justice. La corruption a gangréné tous les secteurs de la justice et de l'administration publique. Et quelque chose d'autre qui m'a frappé, oui, c'est
l'absence ou la paralysie totale de l'appareil disciplinaire. Vous savez que dans tous les organes, le pouvoir disciplinaire est prévu à tous les niveaux. Chaque chef a un pouvoir disciplinaire sur ses subalternes. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de sanctions? Alors, ma question pour que vous puissiez être lancé, comment s'est installée l'indiscipline et la corruption au sein de l'appareil judiciaire et l'administration publique? Vous savez, M. Clément, l'appareil judiciaire, comme l'administration publique, a un dénominateur commun. Lesquels? C'est le service à rendre au public. Lorsque vous constatez bien comment fonctionne notre administration et même l'appareil judiciaire, tout le monde est à la quête du lucre. Il est très rare que vous trouviez un fonctionnaire, un magistrat, qui, sans pression, vient lui-même à son bureau pour continuer le travail qu'il avait abandonné hier. Apparemment, on traite le dossier qui peut produire de l'argent aujourd'hui ou demain. Donc, cette recherche du lucre est partagée et par les chefs et par les subalternes. Et les choses se passent comment? Allez-y. Dans l'administration publique comme dans l'appareil judiciaire, la matière, c'est le dossier. Le dossier, les fonctionnaires, les magistrats, pour travailler, ils travaillent sur un dossier. Oui. Et le dossier... Par exemple, un dossier immobilier. Oui, n'importe lequel. Ça peut être l'étude d'un dossier au niveau des affaires étrangères pour obtenir un certificat ou plutôt un passeport. Ça peut être une attestation de bonne vie et mœurs. Ça peut être un conflit qui vous a été soumis pour le résoudre. Ça peut être une difficulté quelconque qu'on soumet à l'État ou à ses services pour trouver des solutions. N'est-ce pas? Vous verrez que, par expérience, ces agents publics viennent au bureau avec l'idée d'avoir quelque chose chaque jour. Et ça se passe comment? Lorsque c'est le chef qui a le dossier, il les confie à ses subalternes. Mais pas de manière désintéressée. Les dossiers qui sont prometteurs d'argent, il les confie à ses subalternes de confiance, qui ne peuvent pas le flouer. C'est ainsi que vous trouverez, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un secret, vous trouverez un chef du parquet avec des dossiers qu'il confie à une catégorie de magistrats. Vous trouverez un secrétaire général avec des dossiers qu'il confie à certains de ses subalternes. Et de haut en bas, le chef cherche le lucre, les subalternes cherchent le lucre. Il s'établit un lien vertical. Mais entre eux aussi, les subalternes, ils cherchent des dossiers qu'ils proposent au chef. Et quand ça donne, ok, tout le monde se retrouve. C'est ainsi que le chef, entendez, le chef hiérarchique a perdu son pouvoir, son influence sur ses subalternes. Parce que tout le monde cherche l'argent. Et comme tout le monde cherche l'argent, la loi c'est le silence. Le silence s'établit, les gens font ce qu'ils font pour avoir l'argent et l'État en pâtit. Voilà comment s'est installée cette indiscipline. L'indiscipline et la corruption, oui, la corruption au sein de l'appareil judiciaire et l'administration publique. La recherche du lucre, et par les subalternes et par les autorités. Alors, hiérarchiques. quelle en est la conséquence immédiate? Oui, mais la conséquence immédiate, nous n'allons pas la chercher loin, c'est l'impunité. C'est le foyer, l'impunité, le foyer florissant de tous les maux que nous connaissons aujourd'hui.
Parce qu'attention, l'appareil disciplinaire qui existe dans tous les services de l'État a un rôle. C'est protéger le service public que nous devons rendre aux citoyens. C'est faire en sorte que le service s'améliore de plus en plus. Et pour l'agent qui travaille et son chef, le chef contrôle, donne des instructions de manière à ce que le service de l'État que nous rendons s'améliore. Donc ils sont au service de l'État. Bien sûr, et qui dit l'État dit le citoyen. Ils ont déjà, c'est au service du public. Naturellement, ils ont déjà leurs avantages, leurs rémunérations, comme ça a été contracté avec l'État. Et malheureusement, ils cherchent des bonus à travers des pratiques que vous avez décrites tout à l'heure. Oui, vous savez, ici, je mets plus l'accent sur le service qui doit se passer tel qu'il doit se faire. Et que le chef hiérarchique doit protéger son pouvoir disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire devrait faire peur aux subalternes. Vous voyez un peu quand on est à l'école. Quand on est à l'école, il n'y a pas de compromission entre le directeur et les élèves. Et quand le préfet passe, parfois les élèves se taisent sans qu'ils disent un mot. Même les directeurs de discipline. Voilà. Donc, c'est ça le rôle de la discipline. On doit craindre le pouvoir disciplinaire. Mais le pouvoir disciplinaire, ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut blaguer. Donc, le chef, dès qu'il est là, tout se met en ordre. Alors, pour que les gens ne jouent pas à l'hypocrisie, le chef a le pouvoir de contrôle. Le chef doit contrôler. Si un chef ne contrôle pas, il est défaillant. Le pouvoir disciplinaire va de pair avec le contrôle et la sanction. Voilà ce qui va faire que les subalternes seront encadrés et le service public sera promu. Naturellement, quand je vous suis, c'est comme si dans cette sorte de machination, il y a des pactes, il y a des réseaux qui se font d'une manière ou d'une autre pour arriver à des mauvais résultats là, des corruptions. Alors, comment découvrir les pactes et démanteler ces réseaux? Oui, c'est vrai, il y a des pactes qui ne disent pas leur nom. Parce que quand on garde le silence sur tout ce qui s'est fait de mauvais, c'est qu'il s'est établi une sorte de contrat, entre guillemets, de convention, de modus operandi. N'est-ce pas? Si aujourd'hui, l'APLC, par exemple, l'agence de prévention et de lutte contre la corruption a des problèmes, c'est tout simplement parce que ces pactes existent. C'est la confidentialité la plus absolue. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, c'est-à-dire que les criminels opèrent en silence, à moins qu'il y ait délation. Il y a délation lorsque un des membres de la mafia se met à parler. Mais la mafia ne parle pas, n'est-ce pas? C'est pourquoi les organes qui fonctionnent pour la lutte contre la corruption ont une tâche pas facile. C'est vrai, ils ont tous les pouvoirs reçus de la loi, mais ce n'est pas évident. Il faut être informé, il faut chercher les infractions, n'est-ce pas? Mais lorsque ceux-là même qui doivent sanctionner ne parlent plus, tout devient secret. Alors, mais ce qui n'est pas secret, c'est quoi? Ce qui n'est pas secret, c'est les conséquences des actes. Ça veut dire quoi? Lorsque un chef a été corrompu, on accuse son subalterne. Le chef demeure indifférent. Parce qu'en fait, la porte à laquelle vous êtes allé toquer, c'est la porte du bourreau.
mais qui a mis en avant-plan son subalterne. Vous allez écrire des lettres, vous allez accuser. Indifférence totale. Ça, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas? Comment voulez-vous que quelqu'un construise sur un caniveau? Il n'y a personne qui l'interpelle. On donne même l'autorisation de bâtir. Ou sur un tuyau de régie des eaux. Ou sur un tuyau de la régie des eaux. Ouais. Personne n'interpelle. N'est-ce pas? Mais c'est des choses qui laissent entrevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ces symptômes-là, Oui. ce sont ces symptômes-là qu'il faut sanctionner. Sanctionner sévèrement ces symptômes, vous allez toucher la mafia. C'est un peu un traitement, comme je vous l'ai dit la fois passée, symptomatique. Mais, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Lorsque on ne sait pas traiter le virus, on traite les effets du virus. La lenteur administrative. La lenteur administrative est considérée comme quelque chose de normal. Parfois, on se justifie en disant, bon, écoutez, l'administration est toujours lente. Mais ça peut être un appel de pied à la corruption ou à la concussion. Je vous donne un exemple. Allez-y. La loi dit par exemple que on doit rendre la décision judiciaire à la huitaine. Dans une semaine, lorsque une affaire est plaidée, en matière pénale, ainsi de suite, on attend la décision dans 8 jours. Mais lorsqu'on fait 3 mois, il n'y a pas de décision. On attend quoi? Mais entre nous, ça s'est dit. Il faut passer visiter. Il faut passer visiter. Donc, le refus de rendre cette décision, au motif qu'on a beaucoup de dossiers, ça peut être une façon de vous dire, tant que vous ne passerez pas, la décision ne sera pas rendue. Ou celui qui passera le premier, la décision sera rendue en sa faveur. C'est en ce moment-là qu'il faut frapper. Frapper le retard. Vous comprendrez que vous avez frappé une tentative de corruption ou de concussion. Oui, vous parlez de frapper, de sanctionner, etc. Mais le vrai problème, c'est quoi? Qui va sanctionner? Car l'ensemble du système s'est neutralisé et est devenu léthargique. Oui, c'est vrai. C'est là le gros problème. Oui, allez-y. Parce que les lois, nous les avons. Hein? Les organes, nous les avons. Mais nous n'avons pas d'hommes. Pourquoi nous n'avons pas d'hommes? Justement parce que on n'a pas voulu qu'on ait les hommes par ceux qui doivent fabriquer les hommes. N'est-ce pas? Oui. Lorsque les organes sont léthargiques, vous pensez que c'est pourquoi? Les organes sont léthargiques parce qu'il y a l'impunité. Les organes sont léthargiques parce qu'il y a la corruption. Là où il faut agir, on n'agit pas. Là où il ne faut pas agir, on agit. Mais ce qui est vrai, c'est que toutes ces personnes sont dans une profession. Toutes ces personnes, subalternes ou hiérarchiques, ils sont dans une profession organisée où il y a des textes qu'ils n'appliquent pas. Maintenant qu'il y a une autorité qui voudrait faire appliquer les textes. Quelle autorité? Non, mais nous avons vu comment le chef de l'État se bat pour combattre la corruption. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Mais on sait voir, tout le monde est unanime, qu'il a une volonté de faire évoluer les choses, même si les choses n'évoluent pas comme il le veut ou comme tout le monde le veut. C'est en cela qu'il faut considérer que c'est une garantie de la bonne marche. Lorsque le numéro 1 de l'État s'implique à combattre un mot, c'est lui qui en devient le garant de la lutte. C'est lui qui devient le garant de la lutte.
Alors en ce moment-là, comme il ne sait pas être partout au même moment, il crée des structures qui peuvent redynamiser ce qui a été léthargique. Pour combattre des maux qui Mais oui, rongent bien sûr. la société. Les mots sont là. Les organes de combat sont là, mais ne sont pas utilisés. Mais il y a déjà l'agence de la lutte contre la corruption. Oui, mais c'est une institution qui a aussi ses difficultés. L'agence de lutte contre la corruption a des difficultés. Parce que jusque-là, elle ne se fait pas sentir. N'est-ce pas? Alors, c'est à ce titre que nous avons pensé proposer l'Observatoire de la sanction. L'Observatoire de la sanction. L'Observatoire de la sanction est le remède que nous proposons pour redynamiser les appareils disciplinaires. La justice existe, elle fera son travail. N'est-ce pas? L'APLC existe, elle fera son travail. Maintenant, la sanction et le contrôle. Alors, comment l'Observatoire de la sanction va-t-il procéder, puisqu'il y a d'autres structures qui existent déjà, mais malheureusement, comme on le sait, certains n'ont pas donné les résultats escomptés. Alors, dans vos recherches, quand je lis dans votre ébauche, quelque part, je pense à la page, donc, voilà, je suis là. Je dirais même au début, voilà, la corruption, la concussion et l'immoralité au sein de l'appareil judiciaire congolais viennent de connaître un tournant particulier avec l'avènement à la présidence de la République de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, les efforts concrets fournis par les chefs de l'État dans le sens de lutte contre l'impunité ont produit un effet encourageant allant dans le sens d'une prise de conscience collective sur l'égalité de tous devant la loi. La zone des intouchables que la République démocratique du Congo a connue et dont elle a souffert depuis plus de 50 ans est en train de s'évanouir par l'action du pouvoir judiciaire désormais libre et d'inquiéter tout suspect. Bon, voilà ce qui m'intéresse pour poser la question. Voilà. C'est au niveau des statistiques. Dans son allocution prononcée en date du 10 juillet 2008 lors de la journée du barreau, les faits bâtonniers national Mbouye révèlent que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'en 1977, il n'y avait que 3 dossiers de prise en partie des magistrats devant la Cour suprême de justice. De 1977 en 2008, soit pendant 31 ans, 470 dossiers. Depuis l'éclatement de la Cour suprême de justice en Cour de cassation, Cour constitutionnelle et Conseil d'État en date du 25 septembre 2018, soit après 3 ans, la Cour de cassation a déjà reçu jusqu'au 1er novembre 2021 742 dossiers de prise en partie contre les magistrats et 3247 requêtes en renvoi de juridiction pour cause de suspicion légitime, et ceci sans compter les requêtes en suspicion devant les cours d'appel et les tribunaux de grande instance. Voilà. Cette recherche m'intéresse. Oui. Comment, ici, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a une volonté manifeste pour l'état des droits, afin de faire évoluer la justice, mais on retrouve dans cette même période ces gros soucis au sens des statistiques de prise en partie. Oui, mais ça s'explique que les prises à partie n'ont pas commencé à pleuvoir avec le président Félix. Les prises à partie, toutes ces prises à partie-là, jusqu'en 2018, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas question ici
de pingler les régimes, mais il est question ici de toucher la réalité et la profondeur du mal et trouver de mécanismes inventifs pour redynamiser l'appareil de l'État. Vous m'avez posé la question de savoir comment briser les pactes. Ouais. Tout ça, la prise à partie, elle avait quel rôle ou elle a quel rôle? Lorsque la loi permet que un magistrat qui a fraudé ou un magistrat qui n'a pas rendu justice ou un magistrat qui a rendu mal la justice puisse être poursuivi. N'est-ce pas? Mais au bout de cette procédure, qu'est-ce qui arrive? Au bout de la procédure, on condamne le magistrat à dédommager la victime, mais on condamne aussi l'État congolais. L'État congolais. On condamne l'État congolais. L'État C'est congolais qui est en quelque sorte victime du mauvais comportement, on le condamne. Ah oui, à travers au paiement de devances. Mais oui, on condamne et le magistrat et l'État congolais parfois solidairement à payer à la victime des dommages et intérêts. Et il faut vous dire qu'il faut avoir des nerfs solides pour poursuivre une procédure de prise à partie dans le contexte actuel de nos réalités judiciaires. N'est-ce pas? Alors, lorsque nous avons pensé à l'observatoire de la sanction, nous avons trouvé quelque chose de très simple. Allez-y, simplifiez-nous la matière, maître. L'observatoire de la sanction vise quoi? L'observatoire de la sanction vise à faire sanctionner le chef qui n'a pas sanctionné. Donc, amener une sanction sur un chef qui était censé appliquer une sanction subalterne, c'est ça? Voilà exactement. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le chef et les subalternes sont des connivences, le pacte est établi. Ouais. Mais si le chef sait que, à un certain moment, l'observatoire de la sanction ne va pas chercher celui qui a commis la faute. Il y a d'autres mécanismes qui vont s'occuper de celui qui a commis la faute. Mais l'observatoire de la sanction va s'occuper de celui qui n'a pas sanctionné la faute. Donc c'est comme ça que l'observatoire procède. Hein? C'est ça la mission première que nous voulons donner à l'observatoire, parce que c'est un enfant qui est en train de naître. Nous sanctionnons le chef hiérarchique pour n'avoir pas sanctionné. Alors, la réaction sera quoi? La réaction sera que tout chef qui apprend que le subalterne a commis une faute, il va protéger sa profession. Il protège sa profession, il sanctionne. Le subalterne qui est sanctionné va se dire, mais écoutez, le chef avec qui nous avons composé, maintenant il se protège contre l'observatoire, il me sanctionne. Donc ça ne vaut pas la peine. Donc, le pacte est brisé. Une suite logique des sanctions. Le pacte est brisé. Donc le chef va sanctionner pour protéger sa profession, et le subalterne va se dire non, le chef c'est pas quelqu'un avec qui il faut composer, parce qu'au moment où il voudra protéger sa profession, il va vous sanctionner. Donc le pacte est brisé. Je pense que c'est déjà quelque chose qui peut aider les appareils disciplinaires à se redynamiser. C'est vraiment important, maître. C'est vraiment une grande matière, mais peut-on comprendre de qui sera composé donc cet observatoire de la sanction? Oui, l'observatoire de la sanction suppose qu'on doit être à mesure d'apprécier la faute disciplinaire. Les fautes disciplinaires chez les magistrats ne sont pas les mêmes que les fautes disciplinaires chez des fonctionnaires, n'est-ce pas? Les fautes disciplinaires chez les avocats ne sont pas des fautes qui ressemblent à ceux des magistrats nécessairement.
Donc, chaque catégorie de profession peut avoir ses fautes disciplinaires, n'est-ce pas? Alors, pour pallier à ce souci, nous proposons que l'observatoire de la sanction puisse être incrésé où se retrouvent magistrats, avocats, secrétaires généraux, des fonctionnaires publics, mais tous qui sont déjà envoyés à la retraite. Même des cadres de l'administration publique aussi, hein? Oui, je ne voudrais pas qu'on ait des difficultés de fonctionnement. Comment ça? Je voudrais que les gens qui sont désignés pour assurer l'observatoire n'aient que, pour assurer le fonctionnement de l'observatoire, n'aient que ça comme travail. Comment? Dans notre pays, donc, je pense concentré, hein? Oui. Dans notre pays, je pense qu'après 30 ans de service, on peut aller en retraite. Quelqu'un qui a travaillé dans son jeune âge, à partir de 30 ans, c'est dire qu'à 60 ans, il est censé aller en retraite. Mais une personne de 60 ans peut continuer à travailler. Oui, selon l'expérience qu'elle a, la personne, sûr. Oui. Lorsque nous regardons tous les magistrats émérites, comme on dit, qui sont allés en retraite, ils ont encore la force de fournir quelque chose. Nous pouvons avoir des magistrats, des anciens procureurs généraux, qui vont apprécier les fautes disciplinaires des magistrats de parquet. Nous pouvons avoir des anciens premiers présidents, des présidents de juridiction, qui peuvent apprécier avec précision les fautes disciplinaires des magistrats de siège. Si nous avons des avocats, les avocats n'ont vraiment pas de problème parce que c'est une profession libérale, ils peuvent apprécier des fautes disciplinaires qu'on peut examiner lorsque l'observatoire est saisi par voie de plainte, par voie de dénonciation. Tout ce creuset-là, les anciens secrétaires généraux que nous avons envoyés à la retraite, ils peuvent venir aider. Et ça peut même constituer une forme d'honorariat pour tous les anciens agents de service public de l'État. Ils peuvent se retrouver en ce moment ici pour aider le pays à se relever. C'est des cerveaux, ouais. C'est des gens qui ont de l'expérience. Avec la dynamique prônée par le chef de l'État, ces gens peuvent se mettre au travail. Il suffit de leur donner des moyens, ils peuvent se mettre au travail et redynamiser les appareils disciplinaires. Alors, de qui dépendra l'observatoire de la sanction? Oui, dans le contexte actuel, pour plus d'aura et d'influence, il devra dépendre de la présidence. De la présidence? La tutelle devra être présidentielle. Ah bon, donc ça doit être directement rattaché à la présidence? À la présidence. Et la présidence a toutes les prérogatives qui lui sont reconnues pour créer des organes de ce genre. Alors, sur quelle loi s'appuiera principalement l'observatoire de la sanction? Est-ce que vous savez que dans ce pays, il existe un code de bonne conduite de l'agent public? Mais qui n'est pas bien vulgarisé. Le décret-loi sur le code, la conduite. Mais on n'en parle pas. Plutôt, on n'en parle pas. C'est comme ça que j'ai dit que ce n'est pas bien vulgarisé. C'est comme une loi qui a été prise, mais qui tombe dans l'oubli. On n'en parle pas. Et lorsque vous lisez cette loi, quiconque œuvre au sein de l'appareil de l'État pour rendre un service est agent public et il est concerné par la conduite décrétée par ce décret-loi. Pourtant, code de bonne conduite, ça existe. En tout cas, votre document est intéressant. Laissez-moi lire encore un peu pour les biens de nos nombreux téléspectateurs. Vous allez découvrir quand Maître José, une fois que
ces documents et certaines procédures seront finalisées. Ça sera donc devant vous pour comprendre la matière. Alors, il y a la mission de l'Observatoire. L'Observatoire qui a pour mission, vous avez dit ça, mais je préfère lire parce que ça m'intéresse, de faire sanctionner, c'est à la page 10, de faire sanctionner tout agent des services publics et des ordres professionnels qui, étant supérieur hiérarchique, se serait abstenu de sanctionner son subalterne. C'est ce que vous avez dit, mais je lis ça au sens, comme on dit, la répétition facilite la compréhension, de vulgariser les codes de conduite de l'agent public de l'État dont vous avez parlé tout à l'heure là. Alors, d'impulser, de planifier et de veiller à la tenue au sein des services publics et hors des professionnels, l'organisation des sessions de formation déontologique, de déclarer inéligible aux fonctions publiques toute autorité ordinaire, non, je dirais vous voulez dire ordinaire? Ordinal, voilà, excusez-moi, qui se serait abstenu de faire appliquer les recommandations de l'Observatoire, de collecter, de systématiser et de gérer les informations objectives sur les autorités judiciaires, administratives et ordinales dans la lutte contre l'impunité et des informations aussi à mettre à la disposition du chef de l'État, faire le suivi et l'évaluation de certains dossiers disciplinaires que l'Observatoire jugera importants. Mais rien qu'à lire ça, je vois que la mission de l'Observatoire de la sanction est tellement grande et puis, je dirais même, imposante. Oui, partout où on voudrait rendre service à la population, ce service doit être grand. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est un grand nombre de personnes qui en bénéficieront. Et ceux qui se trouvent dans des situations difficiles à cause de certains maux et tares de notre société pourront obtenir un apaisement. Alors, lorsque nous disons que nous devons faire sanctionner, ça veut dire que l'Observatoire ne sanctionne pas. Qui sanctionne alors? L'organe prévu. Donc, vous comprenez? À part l'Observatoire, il y a l'organe prévu. Oui, mais écoutez, le directeur chargé du marché public, par exemple, lorsqu'un agent de sa direction se compromet dans la passation de marché, c'est lui le chef qui doit sanctionner. Et quand il ne sanctionne pas le secrétaire général et le responsable de ces directeurs qui n'a pas sanctionné, l'Observatoire s'adresse au secrétaire général pour lui dire: votre directeur chargé de la passation des marchés n'a pas sanctionné le subalterne qui s'est compromis. Vous devez le sanctionner. Voilà. Ça veut dire que les organes qui existent sont redynamisés. On les fait fonctionner maintenant. On les fait fonctionner. L'Observatoire n'a pas pour rôle de sanctionner. L'Observatoire a pour rôle de faire sanctionner. Je pense que là, il y a... De faire appliquer la loi. De faire appliquer la loi. Ça, c'est bien. N'est-ce pas? Donc, l'Observatoire ne va pas vers l'agent qui s'est compromis dans la passation de marché. L'Observatoire va vers le chef de celui qui n'a pas sanctionné pour dire: regardez le directeur, il y a eu une faute, il n'a pas sanctionné. Veuillez le sanctionner. Parce que ne pas sanctionner, c'est une faute. Donc une action disciplinaire. C'est une action disciplinaire. Vraiment? N'est-ce pas? Alors, lorsque le directeur se trouvera dans des situations où c'est lui maintenant qui doit se justifier et se faire sanctionner
parce que le subalterne avait commis une faute, même si cette faute-là, le directeur en avait bénéficié les dividendes, non. Quand il sanctionnera le subalterne comprendra qu'on ne pactise pas avec le chef. Parce que le moment venu, la sanction tombera. Alors, existe-t-il ailleurs des pareils organes? Bien sûr, les observatoires existent. Il y a l'observatoire de la décentralisation, par exemple, au Sénégal, ça existe. En Belgique aussi, je pense, il y a un organe comme ça qui s'occupe. L'Observatoire royal, je pense, oui, qui est un organe tout à fait scientifique. Je pense qu'en dehors du Sénégal, il y a d'autres pays, comme les États-Unis, qui ont des observatoires. Donc c'est un service public. C'est un service public qui est chargé d'une mission bien précise. Maître José Yombo Tchipangila, vous avez initié un grand travail et je pense que la caméra est en train de montrer ça en ce moment. Ne serait-ce comprendre comment est-ce que vous avez titré ça afin de voir les pourquoi est-ce qu'on évoque tous ces contenus. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous donne un mot de conclusion, grosso modo. Qu'est-ce qu'on peut retenir avec vos recherches sur l'Observatoire de la sanction? Oui, l'Observatoire de la sanction, c'est comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose qui va naître ou qui peut naître et qui n'a pour tâche principale que ressusciter les morts. Ressusciter les morts. Les morts disciplinaires, les organes disciplinaires qui sont morts devraient être ressuscités. En d'autres termes, c'est la redynamisation des organes disciplinaires de tous les services de l'État qui sont visés. Parce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons a pour souche principale l'impunité, l'absence de la sanction. Partout où la sanction est appliquée, il y a des résultats. Et pourquoi chez nous il n'y a pas de résultats? Tout simplement parce qu'on ne sanctionne pas. On ne sanctionne pas. Tout le monde est dans la compromission. Tout le monde est dans la petite magouille. Tout le monde cherche le lucre. On n'a plus la notion de service public de l'État. Aujourd'hui, c'est l'intérêt personnel. Or, l'intérêt personnel tue l'intérêt général. Merci. L'intérêt personnel tue l'intérêt général. Vous avez compris, l'égocentrisme, l'intérêt individuel tue l'intérêt communautaire. Ce sont des mots vraiment excellents, des conclusions pour cette grande thématique, l'Observatoire de la sanction. Et je pense qu'il y aura peut-être des questions par-ci par-là. Là, nous pourrions évoquer ça dans les numéros suivants. Et avec Maître José Yombo Tchipangila, qui est le patron de l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion, nous allons continuer. Nous allons vraiment continuer d'éclairer votre lanterne dans les domaines des droits et de justice. Merci. Restez fidèles sur APSI Télévision.